Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h à l'heure du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de Fatima Mourad. Fatima, bonsoir. Bonsoir Hani, bonsoir mesdames et messieurs. Commençons notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président estonien Al-Arkaris au palais d'Al-Ittihadiyya. Donald Trump réussit son pari de revenir à la Maison-Blanche, une victoire sans appel qui provoque une onde de choc aux États-Unis et à travers le monde. Badr Abdelghati tient une conférence de presse conjointe avec son homologue néerlandais, Caspar Velkamp. Donc, à la une de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui son homologue estonien Al-Arkaris au palais de l'Ittihadiyya au Caire. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président estonien et les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. À l'issue de leur rencontre, le président Sisi a tenu une conférence de presse avec son homologue estonien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses félicitations au président américain élu Donald Trump. Le président el-Sisi a dit qu'il lui souhaite bonne chance et la réussite à réaliser les aspirations du peuple américain. El-Sisi a également dit qu'il aspire à ce que l'Égypte et les États-Unis travaillent ensemble pour restaurer la paix, préserver la sécurité et la stabilité régionale et renforcer le partenariat stratégique reliant les deux pays et les deux peuples. Le président a par ailleurs souligné que l'Égypte et les États-Unis entendent présenter un exemplaire de la coopération et ont réussi ensemble à réaliser leur intérêt commun. M. Sisi a ainsi aspiré à poursuivre ce trajet à un moment où le monde est perturbé par des circonstances cruciales. En fait, Donald Trump a réussi aujourd'hui son pari de revenir à la Maison-Blanche, une victoire sans appel qui provoque une onde de choc aux États-Unis à travers le monde. Trump a cumulé un total de 276 grands électeurs contre 219 pour sa rivale démocrate Kamala Harris, au-delà donc du seuil de 270 requis pour remporter ce scrutin au suffrage indirect. Les détails. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris selon les médias américains et signe un extraordinaire retour au pouvoir. L'ancien président de 78 ans a réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche à l'issue d'une campagne excessivement mouvementée, particulièrement agressive et indécise jusqu'à la dernière minute. Donald Trump s'apprête à reprendre sa relation compliquée avec les forces armées américaines comme commandant en chef. Il promet pour l'acte 2 de ne pas les envoyer sur des conflits à l'étranger et laisse entendre qu'il pourrait s'en servir à domicile. Il prendra ses fonctions au moment où la planète est enlacée dans des conflits majeurs au Proche-Orient et en Europe, qu'il a promis de régler en un clin d'œil sans jamais vraiment détailler comment. Personne ne sait ce que va réellement faire Donald Trump une fois à la Maison-Blanche, mais certains responsables ont jugé qu'il avait des tendances de plus en plus autoritaires. L'ancien président a également reçu dans la foulée une pluie de félicitations de dirigeants étrangers, d'Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahu, de Volodymyr Zelensky à Mark Rutte, qui n'ont même pas attendu l'officiellement de sa victoire. La chaîne Fox News l'a déjà déclaré vainqueur de l'élection. Le dépouillement est encore en cours dans de nombreux bureaux de vote, mais une défaite de sa rivale démocrate Kamala Harris semble inéluctable au fur et à mesure que les états décisifs tombent dans l'escarcelle du tribune de 78 ans. En fait, les républicains ont repris le contrôle du Sénat aux États-Unis, un des organes cruciaux du pouvoir fédéral. Cette victoire permettant en fait au parti de Donald Trump de dominer au moins l'une des deux chambres du Congrès. La seconde chambre, celle de représentants toujours en jeu, aucun des deux partis ne semblant avoir un avantage décisif, tandis que se poursuit aujourd'hui les dépouillements de bulletins dans les 50 États.
Le basculement du Sénat a été rendu possible grâce à 2 succès électoraux en Virginie occidentale et dans l'Ohio. Le mouvement palestinien Hamas a affirmé qu'il jugera le nouveau président américain Donald Trump en fonction de sa politique à l'égard des Palestiniens. Le mouvement palestinien a dit dans un communiqué que leur position vis-à-vis de la nouvelle administration américaine dépendra de ses positions et de son comportement dans la pratique envers le peuple palestinien, ses droits légitimes et sa juste cause. Passons donc au territoire palestinien occupé par Israël, où 16 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été sont tombés martyrs, d'autres blessés lors des bombardements. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a limogé hier son ministre de la Défense Yoav Gallant après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza. En fait, Netanyahou l'a remplacé par son homologue des Affaires étrangères Israël Katz, qui a promis de vaincre ce qu'ils appellent les ennemis d'Israël. Une annonce surprise. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a limogé mardi son ministre de la Défense Yoav Gallant après des divergences sur la conduite de la guerre à Gaza et l'a remplacé par son homologue des Affaires étrangères Israël Katz. Dans une lettre adressée à M. Gallant, M. Netanyahou a affirmé qu'en pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense, mais que ces derniers mois, cette confiance s'est érodée. Il a ajouté que des différences importantes sont apparues dans la conduite de la campagne militaire accompagnée de déclarations et d'actes qui contredisaient les décisions du gouvernement et du cabinet. Le président israélien a mis en garde contre un bouleversement dans le pays en guerre depuis plus d'1 an et a appelé à la responsabilité. Un porte-parole du département d'État américain a indiqué que M. Gallant était pour les États-Unis un partenaire important sur tous les sujets liés à la défense d'Israël. Mais il a assuré que Washington continuera à travailler avec le prochain ministre de la Défense. M. Netanyahou a choisi le chef de la diplomatie, Israël Katz, surnommé le bulldozer, pour remplacer M. Gallant. M. Katz a de son côté assuré qu'ils travailleront ensemble pour mener le ministère de la Défense à la victoire contre l'ennemi et atteindre les objectifs de la guerre. Yoav Gallant plaidait pour une trêve avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages encore détenus à Gaza. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés à Tel Aviv mardi soir pour manifester contre le limogeage de M. Gallant. Le Forum des familles principales associations des proches d'otages s'est dit profondément inquiet de l'éviction de M. Gallant, appelant M. Katz à donner la priorité à un accord pour la libération des captifs à Gaza. Au Liban, le bilan de la frappe israélienne visant un immeuble d'habitation au sud de Beyrouth a monté à 29 morts, dont des femmes et des enfants. Dans le sud et l'est du Liban, plusieurs localités ont été visées par l'aviation israélienne et l'artillerie, selon l'Agence nationale d'information. Le Hezbollah a pour sa part affirmé avoir lancé drones, roquettes et missiles contre le nord d'Israël et avoir tiré sur des soldats israéliens dans les régions frontalières du sud du Liban. Et de retour donc en Égypte, où le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui la réunion du Conseil des ministres pour discuter de plusieurs dossiers politiques, économiques, sociaux et d'autres à l'ordre du jour du gouvernement. À cette réunion, le Conseil des ministres a abordé plusieurs sujets concernant les directives du président Abdel Fattah al-Sisi sur la nécessité de continuer d'intensifier les efforts visant à limiter l'inflation ainsi que d'accroître les dépenses dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la protection sociale. Il a également été question du suivi de la régulation du marché, de la disponibilité des produits alimentaires et de la poursuite des projets nationaux dans les différents gouvernorats du pays.
Le général d'armée Abdelmegid Saqr, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a assisté aux activités de l'exercice militaire Rada 2024. L'exercice se déroule au tir réel au théâtre des opérations de la Méditerranée avec la participation des principales branches et des départements spécialisés des forces armées. Était également présent le chef d'état-major des forces armées, le général de corps d'armée Ahmad Khalifa, ainsi que des chefs des principales branches. En fait, l'Égypte s'est jointe à la lettre adressée par 52 pays au Conseil de sécurité à l'Assemblée générale des Nations unies. La lettre exhorte l'ONU à cesser les livraisons d'armes à Israël, invoquant des inquiétudes quant à leur utilisation contre les Palestiniens. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Égypte a déclaré que l'inclusion du Caire dans les lettres s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à faire pression sur Israël pour qu'il cesse ces violations continues de droit international et de droit international humanitaire. Il vise également à mettre fin aux violations israéliennes contre le peuple palestinien et à protéger les civils. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe au Caire avec son homologue néerlandais Casper Wilkamp. Les deux chefs de diplomatie ont affirmé que leur pays s'accorde à renforcer leurs relations et leur coopération dans divers domaines. Les détails tout de suite. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a affirmé que l'Égypte et les Pays-Bas s'accordent à renforcer et optimiser les relations bilatérales dans les divers domaines. M. Abdelghati s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue au Caire avec son homologue néerlandais, Casper Wilkamp. M. Abdelghati a dit que la visite du chef de la diplomatie néerlandaise constitue un nouvel ajout aux relations distinguées. Évoquant le dossier de l'eau du Nil, M. Abdelghati a affirmé que l'Égypte fera tout pour préserver des droits hydriques. Il a indiqué que l'Égypte croit que tous les pays du bassin du Nil ont le droit au développement et que l'Éthiopie, à son tour, doit croire que l'Égypte a le droit à la vie en assurant sa sécurité hydrique. Évoquant la crise au Moyen-Orient, M. Abdelghati a mis l'accent sur la position de l'Égypte, refusant le déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire et l'extermination de la cause palestinienne. Le chef de la diplomatie a ajouté que l'Égypte déploie des efforts acharnés depuis le début de la crise afin d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat et de permettre l'acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens à la bande de Gaza. De son côté, le chef de la diplomatie néerlandaise a salué les énormes efforts que déploie l'Égypte en faveur d'une trêve durable dans la bande de Gaza et pour soulager la souffrance des Palestiniens dans le secteur. Le ministre néerlandais a d'autre part souligné que son pays soutient les efforts égyptiens visant à instaurer la calmie dans la région, affirmant que son pays va travailler en faveur de la solution des deux États. Le Forum urbain mondial poursuit ses activités pour la 3e jour consécutif dans sa 12e édition. La session de la table ronde des Nations Unies a continué de jouer son rôle en tant que plateforme centrale. Le système des Nations Unies pour le développement renforce les partenariats avec les acteurs multilatéraux dans le domaine du développement. La session s'est concentrée sur le comblement des lacunes financières dans les plans d'accélération des objectifs de développement durable nationaux à travers le renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies, y compris ses agences, et le système des coordinateurs résidentiels, ainsi que les institutions et banques de développement multilatérales. La session a également mis en lumière la nécessité de mobiliser les ressources et de coordonner les efforts en ligne avec les priorités nationales définies dans le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Donc avec ces dernières nouvelles, nous devons clôturer cette édition d'Entretien complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Fatma. Merci Annie, merci tout le monde. À la prochaine.